Bonjour. Alors, bonjour à tous. On va commencer par un rapide tour de table pour se présenter chacun. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. À ma gauche. Bonjour, donc Arnaud Algrin, je suis le directeur de l'activité entreprise pour BNP Paribas sur l'Arc Alpin. Très content d'être avec vous cet après-midi. Et donc, on charge une équipe de 60 banquiers qui couvrent ce territoire et en particulier une équipe dédiée à l'innovation. Donc, Estelle Comte, bonjour à tous, Race Partner. Stéphane Dauté, président fondateur d'Odonatech. Isabelle Gérard-Couetin, je suis professeure de finance à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, ma composante étant l'IAE pour l'enseignement et mon laboratoire, le CERAC. Bonjour à tous, donc Romain, je suis un des fondateurs de la startup Wizbee et dans mon temps libre, je suis également président de la French Tech Indialp à Grenoble. C'est avec cette casquette que je vais jouer un peu le rôle de pas animateur, mais en tout cas aiguilleur, en tout cas pour commencer. J'attaque directement ou c'est bon? Pour attaquer cette table ronde, on souhaitait un petit peu poser le cadre et dire qu'est-ce qui se passe à Grenoble, qu'est-ce qu'est Grenoble aujourd'hui. De quel droit je parle de ça? Parce que la French Tech joue un petit peu ce rôle d'animateur, d'aiguilleur, d'agitateur de l'écosystème en jouant notamment de sa place centrale du maillage qu'elle entretient avec ses sociétaires. Donc les sociétaires de la French Tech Indialp sont des personnes physiques et morales qui comprennent par exemple des banques, des collectivités locales, des établissements d'enseignement supérieur, etc. Donc nous, on a un petit peu un rôle d'accompagner l'entrepreneuriat et la tech sur l'écosystème grenoblois. Et il y a beaucoup de secteurs, bien entendu, et la FinTech en fait partie. Et juste quelques mots sur Grenoble. Grenoble, c'est un petit peu la championne des classements. Alors, on en fait ce qu'on veut, mais selon les différents magazines ou journaux, on dit voilà, une des villes les plus innovantes du monde. On est le deuxième plus gros pôle de recherche en France, la deuxième aussi écosystème avec le plus d'augmentation de capital, d'argent levé, ce qui n'est pas une fin en soi, mais qui témoigne en fait notamment du dynamisme d'un territoire. On est une des villes où il fait le plus bon étudier. Récemment, c'était la première ville en France où il fait bon de créer sa start-up. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent pour Grenoble. Et concrètement, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'une part la matérialisation d'un écosystème autour de l'entrepreneur qui rend possible cette dynamique. Donc, c'est des accélérateurs, c'est des établissements de formation, c'est des incubateurs, c'est beaucoup de choses autour du lancement de la création d'entreprise. Et c'est aussi un milieu unique en France, de par le triptyque un petit peu célèbre, en tout cas ici, qui est celui de l'enseignement, de la recherche et de l'industrie. Ce qu'on a comme particularité à Grenoble, c'est qu'on a par exemple 50% des startups qui sont issues de ce qu'on appelle la deep tech, ou qui sont des innovations de rupture, principalement issues des laboratoires. Et si on a principalement l'habitude de voir à Grenoble des startups issues de l'électronique ou de l'informatique, de la santé ou de l'énergie, il n'y a pas que ça. Très très loin de là, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y a on va dire un écosystème émergent sur tout ce qui touche aux technologies financières, donc la FinTech. Et pourquoi ça? Parce qu'on a d'abord, avant toute chose, toute la matière grise qu'il faut pour ça à Grenoble. Et du coup, je vais passer la parole à Isabelle qui va prendre sa casquette de chercheuse et d'académicienne pour en parler. Merci beaucoup. Ce qui nous réunit ici, et de par ma spécialité, donc je vais plutôt effectivement parler un petit peu de ce qui se passe sur le campus en finance, mais très, très brièvement, et pour faire le lien donc, avec les FinTech, juste mettre le focus sur une filière qui existe depuis très longtemps, qui est en ingénierie financière, qui réunit à la fois des maths, de l'info et de la finance, qui est à l'école d'ingénieurs NCMAG, donc qui appartient au groupe Grenoble INP. Et ce lien entre donc finance, maths et info, on le fait depuis, je sais pas, à peu près 25 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a énormément d'ingénieurs qui sortent de cette formation et qui essaiment partout, soit en France, soit à l'étranger. Il y a donc des sociétés aussi ici, sur le territoire, qui ont pu embaucher ces étudiants qui sont sortis de cette filière.
qui se fait donc sur côté gestion en partenariat aussi avec l'IAE de Grenoble. Donc, tout ceci étant maintenant englobé dans la grande université Grenoble-Alpes, puisqu'on est tous réunis depuis début 2020. En termes de recherche, donc on a un laboratoire en sciences de gestion à l'université qui est le CERAG. Et ce laboratoire de recherche s'intéresse depuis pas mal de temps à toutes ces questions, donc bien sûr à la finance, mais à l'enseignement, à l'investissement socialement responsable, à tout ce qui est ESG. Donc, je peux commencer à dire peut-être quelques mots sur les recherches qu'on a effectuées, et puis comme ça permettra à ceux qui mettent en pratique de donner des exemples très concrets de ce qu'ils font. Donc, nous travaillons au CERAG en finance sur ce sujet de l'ESG depuis une vingtaine d'années, puisqu'on a commencé en 2000, à une époque où ce n'était pas du tout mainstream, et parce qu'on avait un fort intérêt pour ce sujet-là. Donc, à l'époque, il y avait Denis Dupré et moi, on avait commencé à travailler sur des données de Vigeo, Vigeo qui est une agence de notation sociale des entreprises. Et ce qui nous a titillé au démarrage, c'était il y avait un discours qui disait soyez ESG et vous gagnerez plus. Et on n'était pas convaincus de ça, et on voulait regarder un peu plus au fond ce qu'il en était. Et en cherchant sur le plan théorique et pratique, essayer d'apporter des réponses. Pourquoi on serait plus rentable avec des rentabilités donc plus élevées sur longue période en étant ESG? Ça paraît pas du tout évident, puisqu'a priori, on se donne plus de contraintes quand on fait un portefeuille avec des contraintes financières plus des contraintes socialement responsables. On doit perdre un petit peu en termes de diversification, donc ça paraît difficile de faire mieux. Et puis, même au niveau des titres individuels, là, si on reste même dans une logique financière, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait une baisse du risque, enfin un risque qui est moins élevé quand les entreprises, toutes choses égales par ailleurs, sont plus socialement responsables. Et donc, en bonne financière, on enseigne toujours que plus de rentabilité, plus de risque, ça va ensemble. Donc, a priori, si on a moins de risques, on doit avoir moins de rentabilité. Donc, quand on parle performance, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'on parle juste de rentabilité? Est-ce qu'on parle d'une performance ajustée au risque? Et on voit que là, il y avait un débat et on a voulu un petit peu apporter notre pierre à ce débat. Ça a donné aussi l'occasion de s'interroger sur les motivations des investisseurs. Donc, ça va être la partie de Stéphane. Donc, je vais lui laisser en parler. Est-ce que c'est de la motivation altruiste? Est-ce que c'est pour réduire son risque? Qu'est-ce qu'on préfère dans l'environnement, le social, la gouvernance? Et puis, on a aussi travaillé sur quand justement on fait son portefeuille avec des contraintes socialement responsables, est-ce qu'on perd, est-ce qu'on fait des sacrifices? Et là, je pense que Rise Partner a beaucoup de choses à nous dire, puisque je sais que vous travaillez sur le sujet actuellement en voyant ce qu'il faut sacrifier en termes de risque, par exemple, pour s'aligner sur la COP21 et le 2 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, on n'était pas sur le climat à l'époque, hein, on était sur les notes ESG, mais on voit qu'on a des liens sur tout ça. Donc, je reviendrai éventuellement là-dessus, mais je pense que c'est approprié que vous nous donniez plus d'éclairage sans doute là-dessus. Ok, bon, alors du coup, je vais apporter le témoignage. Alors, plus peut-être dans un premier temps sur la partie dont Romain parlait, c'est-à-dire finalement comment ça marche, un écosystème vertueux dans la FinTech. En fait, nous, on en est un exemple vivant chez Odonatech, puisque en fait, je travaillais dans une banque, j'ai décidé de lancer Odonatech sur l'identification d'un marché, d'un besoin. Et très vite, en fait, on a vu qu'on devait aller chercher de la technologie et du savoir dans les labos. Donc là, on a rejoint ce qu'on appelle une SAT, c'est un incubateur qui est chargé du transfert de technologie. Et puis, sur la base de l'idée que je leur ai exprimée, ils nous ont mis en rapport avec un labo de l'université de Savoie-Mont-Blanc, dans la zone géographique proche de Grenoble. Et de là, en fait, on a transféré une technologie depuis le labo. Et les deux doctorants qui travaillaient sur notre technologie pour le labo, en fait, ont rejoint la start-up à l'issue de cette phase de transfert de technologie et sont devenus mes associés. Voilà, donc, et du coup, après, si on continue à parler de l'écosystème, aujourd'hui, on a des briques complémentaires avec Rise Partner, donc
on travaille ensemble pour construire des choses qui donnent encore plus de valeur à nos solutions respectives. Et puis, par rapport à Arnaud, par rapport aux banques, évidemment, nos clients sont les banques, et des banques, il y en a sur le plan local, et plusieurs d'entre elles ont des structures d'innovation sur le plan local. Donc ça, c'est bien parce que les gens se connaissent, et forcément, quand on est plus proche, on est en circuit court, les décisions vont plus vite. Et donc, voilà. Donc je pense qu'on a comme ça, dans l'arc de cercle conforme, finalement, avec par exemple aussi l'aide de la French Tech pour identifier les interlocuteurs, on a une chaîne vertueuse qui représente bien Grenoble. Peut-être que tu pourrais donner un exemple concret de votre techno et comment les critères ESG s'appliquent à ça. Ok, alors bon, si on va dans la techno, donc effectivement, nous, on s'intéresse en fait chez Odonatech à l'identification des préférences des investisseurs. Et ça sert à l'industrie financière, au monde du conseil en investissement. Ça leur sert parce que dès lors qu'ils identifient les préférences de leurs clients, ils peuvent du coup adapter les solutions qui vont bien. Donc nous, on est vraiment au début de la chaîne, c'est-à-dire les motivations, les préférences des investisseurs. Et donc on développe des applications digitales où on a développé des applications mobiles avec des jeux qui permettent de collecter les données. Et puis derrière, on analyse ces données à travers un algorithme avec de l'intelligence artificielle au profit d'un conseil dit augmenté. Et la particularité, ce qu'on est allé chercher à l'Université Savoie-Mont-Blanc, c'est la fibre finance comportementale. C'est une branche des sciences comportementales, donc c'est spécifique. Et pour le coup, là, on est sur une innovation de rupture, on peut dire, puisqu'on s'intéresse au comportemental des investisseurs, et ça a beaucoup d'importance. Enfin, ça donne finalement beaucoup de profondeur à l'identification du profil d'un investisseur. Voilà, pour résumer. Et donc, pour l'ESG, pour revenir à notre thème, parmi les préférences, maintenant, les gens sont sensibles à l'investissement socialement responsable, veulent flécher de plus en plus leur argent vers le financement d'un monde meilleur, pour être tout à fait basique. Et on n'a pas tout. Ok, on a le même but, mais on n'a pas tous les mêmes préférences, les mêmes motivations. Par exemple, le E, le S et le G, donc environnement, social, gouvernance. En fait, on veut pas tous appuyer sur le même levier. Certains vont être sensibles à l'environnement, d'autres, par exemple, à la gouvernance. Ou financer des objectifs, par exemple, pas de pauvreté dans le monde ou l'eau, les ressources en eau. Et ça, on n'a pas tous les mêmes motivations, les mêmes préférences. Et au même titre qu'il faut identifier les préférences de risque, de rendement des investisseurs, il faut aussi identifier leurs préférences en termes d'ESG. Voilà, c'est un peu ce qui nous relie sur le thème de l'ESG. Donc, j'ai beaucoup parlé, mais je vais passer la balle à Estelle pour la partie Respartner. Alors, d'abord, pour commencer, par rapport à ce que disait Romain en introduction, l'histoire de Respartner est vraiment représentative de tout ce que disaient Stéphane et Romain, puisque la société est née il y a 20 ans d'un laboratoire de recherche de l'INRIA et s'est transformée au fil de ces années pour devenir une fintech et donc un éditeur de logiciels, tout en gardant l'ADN autour du risque. Là où il y a eu aussi une transformation importante, et je pense que c'est un peu la même transformation que pour nous tous, c'est qu'au départ, on parlait que de risques financiers, les banques aussi, Arnaud pourra en témoigner, et de recherche, quel est mon risque, quelle est ma performance. Et en fait, aujourd'hui, le risque et la performance, presque ça passerait au deuxième plan avec d'autres objectifs qui sont des objectifs tout simplement de à quoi ça sert d'investir mon argent. Donc, ça reprend ce que disait Stéphane dans le comportement de nous tous, des consommateurs. Et on le voit aussi chez les banquiers, chez ceux qui nous alimentent en produits financiers. J'ai cherché quelques chiffres et ça donne un peu le vertige. On annonce plus de 60 trillions de dollars en fonds ESG dans le monde d'ici 3 ans. Donc, c'est des montants, je dirais, stratosphériques, mais qui montrent bien qu'il va falloir flécher cette épargne et ces produits. Et pour ça, on a besoin de savoir académique. C'est aussi pour ça que nous, on va chercher nos développeurs, nos business analysts dans ces parcours académiques, et on a la chance de les avoir juste à côté à Grenoble. Et puis, ça va aussi dans la capacité de transformation de modèles mathématiques purement financiers. Et donc, nous, on a eu cette chance de pouvoir passer du temps
pour transformer nos modèles et être capable de construire des portefeuilles qui, au lieu de dire qu'est-ce que ça va me coûter d'investir, par exemple, dans un fonds avec une thématique, par exemple, sur de l'environnement ou un alignement à la température, mais de plutôt se dire comment j'y vais. Et ce qu'on constate un peu avec nos clients, enfin en tout cas dans les discours, c'est que au départ, l'ESG était plutôt prise comme un filtre, donc plutôt avec une approche de filtre un peu négatif. J'enlève des sociétés, j'enlève des secteurs. Et la tendance, en tout cas ce qu'on peut constater, c'est que maintenant on est plutôt vers ce qu'on appelle le positive screening. C'est totalement différent dans l'approche, qui est plutôt vers quoi je veux aller. Et donc on peut s'appuyer aussi sur des outils comme Donatech pour ça. Sachant qu'il n'y a pas qu'un seul levier, il y en a 3, le S et le G, mais 3 fois, je ne saurais pas dire, vous savez combien il y a de dimensions derrière E, S et G, mais c'est énorme. Si on développe toutes les composantes, si on multiplie toutes les composantes, voilà. Alors après, c'est un peu la loi aussi, la réglementation qui nous pousse à aller dans certaines directions. Aujourd'hui, on parle du climat, parce qu'aussi on a une réglementation européenne qui, je dirais, qui a clarifié des objectifs en matière de climat. Et donc, ça pousse dans cette direction-là. Et donc, nous, dans nos outils de construction de portefeuille, on est obligé, je dirais, parce qu'on doit se tenir à la réglementation, d'être capable de travailler sur des dimensions climat, même si le client final préfère peut-être des dimensions S ou G. Aujourd'hui, on est partagé, je dirais, entre ce que la réglementation pousse à faire et puis tout ce qu'on aurait envie de faire sur du multicritère et améliorer 3 dimensions plutôt qu'une. ce genre de dilemme, on va dire, où on met le curseur. Et donc, dans notre démarche, nos clients sont des banquiers qui aident, qui les font et qui vendent ces produits-là. Et je dirais, nous, notre objectif, c'est d'aider les banquiers c'est pas une histoire que de vendre ces produits, mais plutôt à faire comprendre aux clients pourquoi c'est intéressant, ou quel est l'intérêt d'aller vers de l'investissement responsable. Et je dirais, nous, notre objectif, c'est surtout d'accompagner les banquiers et d'aider à la pédagogie, d'aider à la transparence, pour que derrière, les clients puissent s'y retrouver et que tous ces nouveaux produits et tout cet argent, je dirais, que ça serve peut-être des enjeux différents que ce qu'il y avait avant, ou en tout cas il y a quelques années. Voilà. Peut-être je laisse la parole à Arnaud qui représente les grandes banques. Merci, c'était avec plaisir pour continuer. Je vais commencer aussi par dire pourquoi l'innovation à Grenoble et en finance en particulier pour les banques. Je pense qu'on l'a dit chacun à notre façon, mais c'est important de le répéter. Ça, c'est vrai que je suis arrivé à Grenoble il y a 5 ans de Paris, je dois le reconnaître. Et quand je suis arrivé, j'ai été émerveillé par cet écosystème dont on entendait parler. Et pourquoi on entendait parler? C'est parce que finalement, l'innovation, dans le suivi de l'innovation dans la banque, en tout cas chez BNP Paribas, et puis ça a pu essaimer dans d'autres banques, avec les pays de France aussi, bien sûr, depuis 15 ans, et est partie de Grenoble, puisque la force de ce triptyque dont on parlait, à la fois la recherche et l'université, les industries, les startups aussi qui s'y ajoutent, ont permis de faire émerger beaucoup de très belles entreprises. Et donc c'est pour ça, comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on a une équipe, ce qu'on appelle chez BNP Paribas le Why, We Are Innovation, 5 personnes sur l'ensemble de l'Arc Alpin qui sont dédiées à suivre les 250 startups que l'on suit. Alors c'est vrai que Grenoble est connu surtout pour de l'informatique, de la technologie, et de la partie développement sur les énergies vertes en particulier. Et tout ça, accompagné des initiatives qui sont faites par l'ensemble des autres laboratoires, y compris sur les sujets financiers, permettent de décupler les énergies et de croiser ces projets. Ensuite, pourquoi peut-être sur les fintechs et les banques, et puis après, on va peut-être se concentrer un peu plus sur les projets qui nous travaillent ensemble, sur l'ESG. Et les fintechs aujourd'hui sont clairement
une aide indispensable pour les banques dans leur transformation qui se met en place. Je pense sur trois grands aspects. Le premier, c'est le sujet des data. Clairement, voilà, les banques croulent sous les data et vous savez bien pour les exploiter. Mais c'est un enjeu majeur sur lequel la transformation et l'aide des fintech est essentielle. Le sujet des parcours clients, se dire voilà comment on parlait de comment expliquer, comment intégrer, comment faciliter ces parcours clients. Et je dirais le troisième sujet qui est plus large, qui est celui de l'open banking de façon assez ouverte par nature, qui ouvre les possibilités d'interaction, de vente et d'expérience avec les banques. Et finalement, sur ces trois thèmes, l'ESG devient central et l'ESG devient au cœur des choix stratégiques. Les banques, comme tous les grands groupes, font des plans stratégiques. BNP Paribas, quelques mois, a annoncé son plan stratégique. Le directeur général annonce bien que c'est l'ESG qui sera au centre de à la fois la demande des clients, la demande de la société et du coup aussi la stratégie de la banque. Donc au final, je dirais très concrètement sur les collaborations qui se mettent en place, sur le sujet cœur, et c'est vrai par les laboratoires que l'on a ici, que ce soit en lien avec la recherche liée à la finance, liée à l'informatique, on va parler aussi de l'intelligence artificielle. Grenoble est un des 4 instituts nationaux d'intelligence artificielle. Et sur ces sujets-là, comment est-ce qu'on accompagne nos clients? On a cet enjeu de pouvoir, sur les ESG, être capable de leur expliquer et de les conduire au sujet d'investissement. Elle le disait bien, donc si on regarde les montants colossaux qui vont être récoltés, qui vont être mis en œuvre, c'est vraiment un sujet d'orienter cet argent, ces financements vers les bons projets. Et c'est au cœur des décisions que l'on doit prendre. Peut-être des exemples sur ce sujet. On a ce qu'on met en place pour nos clients de la banque privée en particulier, c'est les aider à choisir justement les bonnes orientations. Donc, un outil qui s'appelle My Impact chez BNP Paribas qui se développe et qui est appelé à se développer assez largement, de faire avant ce que Stéphane disait tout à l'heure, c'est-à-dire identifier quelles sont les appétences, et déjà cette familiarisation avec quels sont les ODD, les objectifs de développement durable, et il faut les comprendre, quelles sont les appétences, et ensuite comment on oriente vers les bons choix. Alors c'est là où on arrive à la masse de données, comment est-ce qu'on les exploite, et les travaux qui sont faits avec Ray sont assez admirables et on avance sur ce sujet, qui est capable sur un portefeuille, et c'est quelque chose qu'on est très heureux de pouvoir proposer à nos clients. Vous avez un chef d'entreprise, on en a pas mal qui réussissent bien ici, qui vendent leur entreprise. La question se pose ensuite de réinvestir le fruit de cette vente. Quelle est la stratégie à mettre en place? Et c'est là toute la force d'un partenariat comme celui qu'on peut avoir, qui est de pouvoir dire quelles sont les classes d'actifs. Historiquement, oui, on va être sur du risque en rendement, les actions, les obligations, l'immobilier, l'Europe, les États-Unis, ailleurs. Là, maintenant, toute la dimension ESG est à intégrer dedans, et donc avec plein de développements à faire et à développer ensemble. Encore beaucoup de projets à développer. Dans nos discussions, nous, on est souvent confronté par les banquiers, auprès des banquiers à ces problématiques de données, aussi ces problématiques de tri ou de comment orienter. Et ce qui est difficile, c'est de trouver les bonnes combinaisons quand on travaille sur plusieurs critères. Et peut-être là-dessus, Isabelle, je crois que vous avez mené des travaux aussi sur cette difficile combinaison, ou en tout cas, quelle est la meilleure combinaison possible? La meilleure combinaison, je ne pense pas qu'il y ait une réponse en matière, parce qu'effectivement, c'est très dépendant des personnes. Et on s'est interrogé sur comment prendre en compte effectivement ce multicritères, parce que ce qui est difficile quand même dans le l'ESG, c'est que c'est foisonnant, il y a beaucoup de critères, et même si on s'en tient aux 3 grands domaines, environnement, social, gouvernance, déjà savoir ce que les individus veulent privilégier. Et puis après, est-ce qu'on veut un score global? Est-ce qu'il suffit par exemple de faire une simple moyenne des scores dans chaque volet, ou bien on utilise des outils mathématiques qui nous permettent de faire des choses un petit peu plus sophistiquées? Par exemple, il y a des investisseurs qui veulent être bons dans tout, qui veulent choisir des entreprises qui en fait sont bonnes dans tout, puis d'autres qui vont dire s'ils sont déjà bons sur un domaine, c'est déjà pas mal.
Donc, il y a cette complémentarité des critères ou cette substituabilité des critères qui font qu'on a des façons d'agréger les scores qui vont être différentes. Ce qui fait qu'il n'y a pas une bonne façon d'avoir un bon score. Ça dépendra de l'investisseur. Donc, ça fait la richesse et la difficulté. Parce qu'effectivement, si on avait juste à prendre la rentabilité, le risque mesuré par une volatilité, c'était relativement simple. Enfin, encore. Mais là, on a toutes ces dimensions supplémentaires. Mais c'est un sujet qu'on travaille, effectivement. Ouais. Et ce qui est intéressant, en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que, bon, je pense que dans le monde de l'investissement, il n'y a pas de boule de cristal, personne n'a la vérité, et même des recherches très poussées vont pas aboutir à la boule de cristal, sans doute pas. Par contre, ce qui est intéressant dans la relation, enfin, me semble-t-il, entre un conseiller d'une banque, entre une banque et ses clients investisseurs, forcément, c'est la confiance. La confiance, c'est le mot clé dans l'argent, par rapport au monde de l'argent ou de l'investissement. Et en fait, de cerner les préférences et ensuite de vouloir proposer à l'investisseur quelque chose qui est optimisé par rapport à ses préférences, ça crée la confiance parce qu'en fait, ça crée une base de dialogue qui fait que derrière, voilà, on s'engage sur un plan qui a été discuté avant, qui est une stratégie qui normalement ne sera pas remise en cause, qui correspond à des objectifs, des préférences et donc des solutions adaptées. Et normalement, on ne sait pas le résultat d'avance, par contre, c'est optimisé et ça doit correspondre à l'investisseur et ça doit être créateur de confiance. Et c'est ça, en plus, c'est peut-être finalement aussi, on n'en avait pas parlé avant, mais c'est peut-être aussi ça qui nous réunit autour de la table ronde, c'est que finalement, on est dans un écosystème, finalement, pour la FinTech, créateur de confiance sur des thèmes hyper innovants, tels que, enfin, innovants, des thèmes actuels en tout cas, tels que je rebondirai là-dessus, c'est qu'en effet, là, quand je prenais l'exemple de la démarche que l'on met en place avec ce qu'on appelle My Impact, c'est vraiment ça, c'est de se dire, prendre le temps avec le client de comprendre ces différents objectifs possibles. En effet, on parlait, est-ce que c'est l'eau, l'environnement, la santé, et pouvoir faire ses choix. Mais ça demande en effet une démarche assez collaborative, de pédagogie aussi. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui après quelques mois de fonctionnement, c'est que les choix s'orientent à 60% vers le sujet climat. C'est sans grande surprise, mais intéressant de voir comment ça s'oriente, avec ensuite les sujets également santé qui arrivent. Et derrière, le travail ne fait que commencer, puisqu'il faut être capable derrière de pouvoir mettre en face les bons investissements. Et on regardait tout à l'heure, et c'est vrai que si on regarde la partie climat, un rapport de McKinsey cet été qui disait pour l'Europe en 2050, c'est 28 000 milliards d'euros qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est 1 000 milliards d'investissements par an. C'est des montants évidemment colossaux. Les banques sont au cœur de ce système pour pouvoir l'orienter. Et comment on arrive justement à bien orienter, ensuite trouver les bonnes données, les partager avec les entreprises. C'est là où il y a tout un sujet ensuite avec les entreprises pour être capable de partager les bonnes informations, pour mettre en face de ces attentes, et c'est un point important, en face aussi de la réglementation qui doit arriver, la bonne orientation d'investissement. Je ne sais pas quelle heure il est, mais peut-être qu'il est temps de… Encore un bon quart d'heure. Encore un petit peu. Sauf à ce qu'il y a des questions, mais je ne sais pas si on en a connaissance en fait. On les prendra à la fin. En tout cas, pour rebondir sur ce que vous dites tous, je pense que le rôle joué aussi bien par les banques que par des structures fintech qui sont, vous êtes tous les trois en amont quelque part de la chaîne. L'enjeu que représente en fait votre activité aujourd'hui est clé dans l'analyse des investissements de nos clients, dans le fléchage ou l'identification d'autres possibilités, dans la pédagogie autour de tout ce qui touche à l'ESG. En fait, c'est grâce à ce que vous pouvez faire, de ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'on va pouvoir avoir notamment des changements de paradigme qui sont forts et qu'on peut accélérer, par exemple, des mécanismes comme l'actionnariat militant qu'on voit de plus en plus, parce que c'est ça qui fait pivoter les grosses structures. Ce n'est pas nous à notre petite échelle, mais voilà, ce sont ces mouvements de fonds qui font que des gros gestionnaires de fonds derrière arrivent parce que leurs clients les orientent. Donc c'est super important. Nous, French Tech,
voilà, moi, je suis content d'être là pour parler de ce sujet parce que nous, on est une structure coopérative d'intérêt collectif à Grenoble. Donc, l'esprit coopératif, développement durable, responsable participatif, ça, c'est des choses qui sont ancrées dans nos gènes. Donc, on n'est pas là pour faire du greenwashing. Je pense que c'est aussi là où il faut être vigilant et nous, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Donc, pour en finir peut-être là-dessus, moi, ce que je retiens de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a un écosystème qui est bourgeonnant, mais qui est bien présent, qui est en train de maturer, parce qu'il y a des choses qui existent depuis très longtemps. Isabelle le disait. Aussi, à l'ENSIMAG, il me semble qu'il y a des choses importantes qui s'y passent. L'avènement de plus en plus fort de la technologie dans la finance fait que des bassins comme celui de Grenoble sont au cœur du sujet. Et puis, il y a tout l'écosystème de recherche et d'enseignement qui est autour. Je dirais qu'il y a deux points sur lesquels il faut qu'on continue de travailler. Il y a des choses qui se passent, mais on peut encore beaucoup mieux faire. Je pense que c'est d'une part la structuration de la filière FinTech à Grenoble. On n'a pas, par exemple, une sorte de cluster comme on peut l'avoir sur les technologies de l'énergie ou du logiciel. Voilà, il y a des choses à faire là-dessus, mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus on en a et plus on sera en capacité de structurer quelque chose. Et il y a un enjeu fort autour de tout ce qui touche à l'investissement en région, dans les territoires, on va appeler ça comme ça. C'est un enjeu partout, pas qu'à Grenoble. En fait, il y a différentes. Les investisseurs sont présents à différents moments dans la vie d'une structure. Et en région, on voit qu'il y a un trou pour les investissements entre 500 000 et 5 millions d'euros pour permettre aux startups de se développer. C'est notamment des sujets sur lesquels nous, on travaille à la French Tech, avec récemment un programme qui a été lancé, qui est French Tech Rise, justement pour permettre ce genre de choses. Je pense que c'est aussi un appel du pied à tous les fonds qu'on dit à impact. Tout ce qui est impact investing, il y a des choses à faire à Grenoble. Et voilà, le message que je voulais adresser, c'est aux entrepreneurs de la FinTech d'aujourd'hui et de demain. C'est que voilà, à Grenoble, il y a une volonté citoyenne et politique de travailler ces sujets-là. Il y a un écosystème qui est en place, il y a le talent qui existe autour pour faire en sorte que ces structures se développent. Et il y a tout un écosystème autour de l'investissement qui est en train de s'installer. Donc, il y a une balle à prendre au bon. Et je ne peux qu'encourager ceux qui nous regardent à en profiter. Je ne sais pas si du coup il y a des questions, s'il y a une façon de les voir ou s'il n'y en a pas. Demander Okay. Mais en attendant les questions, pour rebondir sur ce que disait Romain et en profiter aussi avoir la chance d'avoir la présence de BNP, ce qui est important, c'est que nous, FinTech, on a la capacité et la possibilité de travailler avec des très grands groupes, alors qu'à l'échelle d'autres FinTech mondiales ou françaises, on est entre guillemets tout petit, mais peu importe. Et ça, je pense que c'est une vraie chance. Et pour avoir, je pense que depuis quelques années, il y a pas mal de transformations et que de plus en plus des grands groupes ont envie d'aller vers des, entre guillemets, plus petits acteurs, ou en tout cas FinTech innovantes, et vers des startups. Alors, il y a la partie innovation que ça amène et l'image innovation que ça amène aux grands groupes, mais il y a aussi, je pense, une vraie envie de pouvoir profiter de l'agilité, des compétences, des talents et de tout ce qu'on peut faire dans une collaboration en fait, entre FinTech et grands groupes. Tout à fait, je peux rebondir là-dessus en se disant que Grenoble a à la fois une taille humaine qui fait, on se disait dans notre arc de cercle là, on a une bonne connaissance, on se tient les coudes et on a vraiment un esprit collectif qui permet d'aller aussi plus vite, d'aller d'installer cette confiance dont on parlait tout à l'heure. Donc, cette confiance permet aussi d'aller plus vite et en même temps d'avoir un accès en effet aux grands groupes. Et sur les sujets financiers, très vite, on dépasse le simple local en termes d'application. Donc, on va on a parlé de chiffres, des montants très, très élevés. Et c'est vrai que nous, à notre échelle, assez vite, on a pris cette conscience-là sur cet espace-là. Donc, avec les fonds se mettent en place. On a un fonds de venture capital chez BNP Paribas Développement qui investit sur cette tranche-là. Et après, il y a aussi le côté connaissance, cœur au sein de la banque. Les personnes qui sont d'ici ou qui en viennent reviennent toujours avec grand plaisir et ça nous aide pour les investissements, ça c'est certain. Et de l'autre côté, il y a la visibilité que
Grenoble peut avoir sur les sujets ESG, alors sur les sujets environnementaux en particulier. Alors ça peut aider justement sur ces sujets fintech liés à ça. Et on voit qu'on avait quand même une histoire de start-up qui était souvent de très grande valeur, mais souvent vendues à des fonds et des entreprises étrangères, pas forcément de grandes entreprises qui émergeaient. Et là, on arrive vraiment à un passage où on a une accélération et on voit partout en France de l'écosystème, y compris à Grenoble, et donc l'émergence de plus grands acteurs, que ce soit par des introductions en bourse pour ceux qui ont besoin aussi d'aller chercher des fonds pour investir. Je pense en particulier à Waga Energy, dont l'introduction est en cours en ce moment, mais qui donne une bonne visibilité sur ces sujets environnementaux. Et ça participe justement à l'attractivité de la place de Grenoble et des actes. Non, il n'y a pas de question. Non, alors il faut venir à Grenoble, du coup, pour voir en vrai. Pour voir en vrai, Peut-être faire appel à nos amis de Finance Innovation. Alors effectivement, on n'a pas de questions dans le chat, tout semble plutôt clair. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il y a un chat qui est à droite pour ça, et nos intervenants qui seront ravis de vous répondre. Hop. Alors, sinon, moi c'est une question que j'aime poser à la fin d'une intervention comme ça, mais s'il y avait une information à retenir globalement de cette session, ce serait quoi? On peut dire chacun notre version alors. Bien sûr, je vous en prie. Moi j'ai une idée, vive Grenoble. Je peux me répéter sur ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a une place à prendre pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans les technologies de la finance et tout est là pour les accueillir ici. Moi, pour revenir sur la thématique ESG et ce qui a été dit, donc que tout ça nous aide à vraiment satisfaire l'investisseur avec ce qu'il cherche et qu'on dépasse justement le greenwashing, qu'on aille vraiment sur de l'impact investing, parce que ça aussi, c'est des évolutions. On n'est plus en train juste de sélectionner les entreprises, mais en train de les faire évoluer grâce à ces actions-là, et que la confiance soit là par rapport aux outils proposés et que l'investisseur trouve en fait les bons outils et qu'il ait confiance dans ce qui est proposé, que ce soit dans le système bancaire, par des gestionnaires d'actifs, pour cette transition et ces changements qu'on attend. Je soulignerais la puissance, la qualité de l'innovation et de la recherche de l'écosystème ici, y compris sur les sujets mathématiques et financiers, et puis à suivre en 2022 avec Grenoble Capitale Verte Européenne. Au nom de Risk Partner, merci. On avait une question, on avait une petite question dans le chat qui était comment intégrez-vous le big data dans l'évaluation du caractère ESG d'une entreprise? C'est pour Risk Partner et pour le labo aussi. Peut-être plus pour les labos parce que nous, Risk Partner, finalement, on ne produit aucune notation. Par contre, on est ravis d'utiliser. On va utiliser toutes ces données et je dirais notre sujet, c'est d'être capable de comprendre cette donnée et de savoir ce qu'on va en faire. Maintenant, comment évaluer le caractère responsable d'une entreprise, ça, je dirais, c'est vraiment l'affaire de spécialistes. Avec le big data, c'est l'affaire de spécialistes et c'est un métier, c'est vraiment un métier à part entière. Je crois qu'on va relancer une nouvelle table ronde sur le sujet parce que toute la question de la notation des entreprises, des différentes agences qui existent, les critères qui sont pris en compte, c'est un métier. Et puis, il y a effectivement parfois des désaccords, il y a de la subjectivité, mais c'est normal parce qu'on est dans des éléments où il y a de la subjectivité. Donc, on peut avoir une entreprise qui est bien considérée par un investisseur, qui est mal considérée par un autre, donc parce qu'il ne va pas mettre en évidence les mêmes choses. Est-ce que le fait d'être dans le pétrole, on est exclu d'office, ou est-ce que parce qu'on est meilleur que les autres dans le pétrole, on a envie d'investir? Donc, toutes ces questions, elles sont là aussi très dépendantes des personnes, ce qui fait que c'est un gros travail. J'ai envie de rebondir sur ce que dit Isabelle, et c'est vrai que la question est très bonne, c'est vraiment le sujet compliqué. Si on dit big data, pour la question d'une entreprise, finalement, on voit la contradiction, parce qu'aujourd'hui, sur une entreprise, il n'y a pas tant de données que ça qui sont disponibles, en tout cas pour la majorité des entreprises. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir les bonnes données, à les recroiser, et puis à réussir à rendre le plus homogène possible ces notations qui aussi sont dépendantes des personnes qui
qui les choisissent, des orientations qui sont données. Donc un choix, un tournant essentiel pour pouvoir rendre en effet l'ESG la plus pertinente et la plus adaptée possible. Je pense que ça a été clair. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour cette session de qualité. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra très bientôt et peut-être même en physique si on fait un événement, qu'on arrive à réunir tous les écosystèmes. Merci beaucoup à Rise Partner pour le lieu et l'intervention et tout l'aspect logistique. Et puis à très bientôt. Merci à vous en tout cas.